Voilà, retour de la pause. Je le promettais avant donc la grande pause. On va revenir sur ce débat au niveau du Gabon. Donc le Gabon où les députés ont dépénalisé le délit de presse. Au russe, donc oui, on dépénalisé l'homosexualité. C'est grave quand même. C'est grave. Finalement, sans aucun débat. Voilà, alors moi par exemple, c'est des questions qui m'intéressent parce que celui qui vous prête a le droit de vous imposer quelque chose. Si demain les hindous décident de vous prêter de l'argent et qu'ils estiment que vous ne devez plus manger de vaches, mais qu'est-ce que c'est eux, ils estiment que vous ne devez plus manger de vaches. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que quand il s'agit d'adopter ces lois chez eux, il y a eu un débat de fond avec toute une frange de population qui a été contre. Et ce sont des questions qui étaient lourdement pensées parce qu'on a estimé que cela avait des impacts sur l'éducation, sur la société, sur la communication, sur les films, sur la culture, ainsi de suite. En Afrique, on a quelque chose qui est très choquant, c'est que on a l'impression que nos gouvernants estiment que le débat ne peut pas être de fond au sein des populations africaines. Donc, grosso modo, qu'on n'a pas d'acteurs, qu'on n'a pas de cadres, qu'on n'a pas d'intellect qui pourrait un tant soit peu penser la question de l'homosexualité sur les impératifs de la loi, sur le rapport avec l'éducation, sur le rapport avec la tradition, sur le rapport avec le culte, sur le rapport... Et on ne le fait pas. Donc du coup, on est dans une infantilisation. Non. Et maintenant, à un moment, ce qui est mauvais pour le cas du Gabon, et moi je trouve risqué, c'est que pour moi, on a une scission entre celui qui s'estime le représentant du peuple et qui va voter des lois, et ce peuple-là qui est derrière, qui peut estimer n'avoir pas été consulté ou n'avoir pas élu ce représentant-là pour aller voter ce type de loi. Bon, est-ce que cela aussi ne se retrouve pas un peu dans notre culture, d'autant plus que nous avons toujours vécu avec l'hégémonie. Le premier responsable est celui qui décide et les autres ne font que... Non, c'est pas dit. Le mot débat. Il y avait des débats. Ça là par là, des choses. Traditionnellement, vous avez des responsables de famille. Non, avec le système moderne, comme je l'ai toujours dit, avec le système moderne, le mot débat n'existe pas en réalité. Oui. Dans nos cultures politiques. Le mot débat n'existe pas. Par exemple, le mot débat, c'est-à-dire on vote des choses à l'Assemblée nationale, la population n'est pas consultée, on nous dit rien, peut-être à 20 ans, on suit ça dans les journaux, et bon, le lendemain, des journalistes même vont dans des émissions, en parlent un peu, puis c'est fini. On regarde par exemple. On vous oblige à consommer. Vous consommez. Le drame. Il y a des gens qui s'arrangent directement selon choses. Le drame, c'est que ce que font nos élus, ils le font dans le sens contraire, c'est qu'ils votent, après, ils viennent pour expliquer. Oui, c'est ça. Même, regardez même, pour certains sujets, avant que les députés même ne les votent, c'est-à-dire pour que ça soit loi, il y a des députés qui ne comprennent même pas le fond de ce qu'ils votent. Donc, comment créer le débat? Par exemple, celui-là qui vote, qui lève son petit doigt, ne comprend pas ce pourquoi il vote. Et ce doigt est levé par rapport à sa maison politique. Le chef du groupe politique. Parce que tu veux être dans le groupe politique, et tu ne dois pas voter contre l'ascension. Tu regardes d'abord. Il doit y avoir une discipline. Ce que dit Kofi Kanitom est très intéressant. Quand vous voyez au niveau du Parlement, il y a eu 48 députés qui ont voté pour, 24 contre et 25 abstentions. Donc, on ne va pas nous dire que c'est l'unanimité, enfin que c'est la majorité qui l'a emporté. 24 contre plus 25 abstentions, ça fait 49. Qui étaient contre 48 qui ont voté pour. Ce qui est sûr, c'est que dès que vous êtes dans la salle et qu'il y a un sujet pour lequel on doit voter, vous prêtez tellement attention à votre chef de groupe politique et vous regardez si lui, il est partant, et surtout qu'il y avait le Premier ministre qui était là dans la salle et qui a porté le projet. Et quand les gens de son camp ont levé la main, le groupe de son parti politique là était pour, ça veut dire que tout le monde devait se ranger derrière lui. Et donc, les abstentions ont été considérées comme c'est des gens soit qui étaient absents ou qui n'avaient pas voté. Donc,
Mais c'est malheureux. Ça remet en cause le fait qu'il n'y ait même pas de débat au sein des partis politiques. Samuel, mais et puis les chefs d'État sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, de nos jours. C'est quoi? Ils créent même leur opposition au sein même de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, ils disent, bon, on va venir avec ce projet, vous n'allez pas être d'accord, vous n'allez pas voter, mais vous allez voter pour qu'on parle de démocratie au sein du Parlement. Donc c'est des choses qu'on simule. Il y a un point sur lequel on doit se mettre d'accord. C'est pas parce que le Parlement a voté pour que deux hommes vont commencer par s'embrasser demain dans les rues de... Non, mais ils ont le droit. Oui, ils ont le droit, mais est-ce que ça va être accepté par les populations? C'est un autre débat. Alors, le problème qui se pose, c'est que... après, il y a un amalgame. Ça a été dépénalisé. Cela ne signifie pas que du jour au lendemain, on va avoir... des personnes qui vont afficher leur penchant homosexuel. S'ils ne le faisaient pas, c'est pas un rapport à la société. Le fait qu'ils le fassent, ce qui a été voté, ça revient à dire que s'ils le font, ils sont protégés par la loi. Donc, par conséquent, on ne peut pas les agresser, on ne peut pas attenter à leur vie, et on ne peut pas les forcer à ne pas aller... Nous sommes dans la situation du monde s'effondre. Aujourd'hui, celui qui était là et qui reprimait ce truc-là, qui trouvait ce comportement un mal et qui reprimait, et qu'il était accepté par la société et par le gouvernement, aujourd'hui, s'il réprime, simplement, on l'emmène et on l'enferme. Maintenant, moi, j'aimerais quand même poser cette question. Je sais qu'elle va peut-être elle va secouer un peu les gens, mais avant que le débat de l'homosexualité n'arrive en Afrique, est-ce que les gens en faisaient un grand cas en Afrique? C'est ça. Avant, parce que le débat, toute la problématique, toutes les secousses qu'on a eues par rapport à ce débat, ils sont même pas venus, c'est pas venu du continent africain. Le débat a commencé à partir de l'Occident. Mais il y a de cela 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que c'était un questionnement qui soulevait les foules? Pourtant, il y a de cela 20 ans, 30 ans, 40 ans, je suis persuadé que ça existait. Non, en fait, le problème aussi, c'est que même s'il y a eu des cas, c'était des cas vraiment camouflés. Oui, tout à fait. Il y avait une... Voilà, c'est que lorsque c'est venu maintenant sur le... C'est venu sur le débat, mais est-ce que le débat... Mais même là, est-ce que les gens l'exposent? Non, c'est ça qui a ouvert les yeux aux gens. Que c'est des pratiques également qu'on peut faire. Et par curiosité, des gens se lancent dans ces pratiques et contre un peu l'opposition de la communauté et par rapport à notre culture africaine. Mais aujourd'hui, qui a maintenant ces lois qui viennent dépénaliser, c'est qu'on veut autoriser à grande échelle. Alors, encore deux questions sur le sujet. Finalement, est-ce que ça veut dire que demain, on va commencer par assister à des mariages homosexuels? Oui, c'est ça, ça veut dire au nom de la loi. Au nom de la loi, les mères vont célébrer des mariages. Rien à faire. Les mères vont... Ils ont pas spécifié. Mais c'est ça. Mais s'il y a des couples... S'il y a des couples... C'est pas rapport à quoi on peut... S'il y a des couples homo qui viennent, qui se positionnent devant un maire, le maire célèbre le mariage. Mais si le maire refuse, on la signe en justice. Mais le problème, c'est au niveau de la société. C'est la question pertinente. C'est au niveau de la société, parce que ça va être tellement difficilement concevable pour des Gabonais de voir des hommes en train de s'embrasser comme ça dans la rue. Ça va être compliqué. Peut-être des gens seront lapidés. Dans notre juridiction, n'est pas un délit constaté comme ça. Ouais, parce qu'on ne peut pas le prouver. On ne peut pas prouver ça. Ce n'est même pas... Alors qu'au niveau des juridictions traditionnelles, on sait prouver ça et démontrer ça et punir cela. Donc, quelqu'un qui tue... Au niveau des traditions, mettons que souvent on circonscrit. C'est-à-dire, les gens peuvent avoir le doute, mais ils n'en ont pas la preuve, et c'est toujours circonscrit d'une certaine manière, de façon à ce que... c'est-à-dire que là où je voudrais en venir, c'est par exemple quelqu'un aujourd'hui qui est accusé de sorcellerie et quelqu'un qui est accusé d'homosexualité. Quand ils vont à la justice, on banalise la question des choses, on reconnaît le droit de s'adonner à cette pratique parce qu'il y a un texte qui le dit, il y a une loi qui est votée, et là, vous qui, avec votre tradition, vous venez à garde pour pouvoir voir condamner cette personne, vous serez obligé de le... Ma deuxième question, pour finir, pour quitter le sujet, est-ce que ça veut dire, parce qu'on connaît aussi la façon d'évoluer de nos pays,
une loi qui se fait ici vite copiée. On ne risque pas d'avoir cette tache d'huile-là. Pour moi, c'est des questions de souveraineté. La logique aurait voulu qu'à un moment, surtout que nous sommes dans des États où nous avons une mixité de peuples, qu'à un moment, les peuples statuent sur le fondement de ce qui va être leur évolution. Oui. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire, on est dans un ensemble d'États qui ont basé leur optique de développement sur la conception de l'autre, sur le prisme au travers duquel l'Occident voit sa perception du développement. Actuellement, si vous prenez un État africain, son développement, c'est mettre des gratte-ciel. S'il y a un bidonville derrière, il trouve, oui, c'est développé, c'est normal qu'il y ait des pauvres. Il y a de cela chez nous, il y a de cela 30 ans même au Togo, c'est compliqué d'avoir un voisin qui n'arrive pas à manger. Vous verrez le voisin qui va lui dire, bon, tu sais, tiens, prends ça. Voilà. Donc, à un moment, c'est cela le problème. Et malheureusement, on n'a pas ça. Et comme on n'a pas les choses sur lesquelles doivent se baser notre souveraineté, à savoir une représentation dans laquelle les gens se reconnaissent, une armée dans laquelle les gens se reconnaissent, une indépendance financière, une indépendance de nos ressources, de l'exploitation de nos ressources, qui pourrait un temps soit peu nous permettre de prétendre à une certaine place dans le monde, il est compliqué d'aller à l'endroit de certaines choses qu'on nous impose. Là, par exemple, nous avons une crise sanitaire mondiale avec des États africains qui vont s'endetter pour tout, jusqu'au masque, jusqu'au paiement des fonctionnaires, au paiement des aides et ainsi de suite. Et pour débloquer cet argent, il faut passer par un parrain. Il faut passer par des gens qui détiennent des sociétés parfois qui détiennent nos dettes. Et celles-ci, elles imposent leurs conditions. Mais Samuel, le gros du travail revient aux journalistes. C'est à eux de monter les populations. Plus ce sont des choses. Il y a des journalistes qui sont LGBT. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons c'est une question relative aux mœurs. C'est ça qui est tellement important. Mais il va falloir expliquer la situation aux populations. Et c'est à cela que les populations pourraient contraindre les dirigeants à changer de paradigme. Je pense que c'est l'éducation qui doit comporter ces vertus, puisque l'enfant n'apprend tout ce qu'il doit être qu'à l'école. Et regardez aujourd'hui ce que nous avons dans nos programmes, qui nous contraint à rabaisser l'Africain et à mettre le colon devant, tout comme si c'est lui qui doit être tout. Et nous-mêmes, nous oublions dans tout ce que nous apprenons. Moi, je n'ai jamais appris qu'il y a eu un Africain qui soit supérieur. Tout vient de l'Europe. Et nous devons tout accepter. C'était comme ça que c'est oui. Donc, quand nous sommes venus... Tu apprends Louis XIV à l'école. Sujet intéressant, Kofi Kanto, je voudrais aussi savoir, en même temps, on a vu quand la loi sur le mariage homosexuel est passée au niveau de la France, il y a eu aussi tout ce qui a suivi après, dans le code civil, j'allais dire, sur la définition même de la famille. Ce n'est plus le père et la mère. Parfois, on peut accepter une famille de père 1, père 2 et tout. Il y a eu même un débat sur l'adoption des enfants. Il y a eu un problème sur l'adoption, sur les programmes scolaires. Il y a eu un débat si la politique d'adoption, même sur la définition même de l'enfant. Même pas. Le genre, c'est ça, exactement. On met genre masculin, féminin, genre neutre. Il n'y a plus de genre. On dit que l'enfant ne constate qu'un genre qu'à un certain âge. Oui, exactement. Bon, je me demande si aujourd'hui, avec le Gabon, ils vont retrouver tout ça là, ou bien c'est juste parce qu'ils ont constaté que ça faisait préjudice à certains qui ont choisi délibérément cette orientation sexuelle, ou bien ils vont reformer toutes les lois pour remettre tout dans les mêmes... Ça va être en Occident qu'on arrive à tenir de tête de débat, parce qu'au Gabon, ça va être tellement difficile, parce que ça a des impacts tellement incroyables. On a 4 minutes pour parler de l'Algérie. On va faire 1 minute chacun là-dessus. On va parler de ces lourdes peines prononcées contre d'anciens responsables du régime Bouteflika. La justice algérienne a prononcé mercredi 24 juillet de très lourdes peines à l'encontre d'anciens hauts responsables politiques et un patron du secteur automobile lors d'un nouveau procès pour corruption concernant l'ère Bouteflika. Sur les 17 personnes jugées, 15 ont été condamnées à des peines allant de 2 à 20 ans de prison. 2 autres ont été relaxées. Parmi les personnes qui ont été à nouveau lourdement condamnées, il y a l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia,
Est-ce qu'on est en train de faire une purge de tout ce qui a travaillé avec Bouteflika? Oui, c'est ce qu'on peut dire, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette politique-là parce qu'on est trop pressé. On est trop pressé parce que c'est toujours le même système qui est là. C'est toujours le système Bouteflika qui est là. Est-ce que ceux qui sont là sont plus propres que ceux-là qu'on est en train de condamner aujourd'hui devant les juridictions? Moi, ce qui serait important, c'est qu'on arrive à réconcilier tous les Algériens, qu'on réconcilie tous les Algériens, que le pays retrouve une certaine paix, une certaine accalmie et qu'on relance le pays sur la voie du développement, que de s'adonner à ces histoires de justice, de règlement de comptes. Parce que c'est une question, on a réussi à construire des clans et c'est des clans qui se règlent des comptes aujourd'hui. Et ça a fragilisé le gouvernement actuel. Aujourd'hui, les Algériens veulent manger à leur faim, donc on n'a pas encore besoin de ça. Ils sont en train de commettre les mêmes erreurs que les Soudanais. Il faut laisser passer cette histoire-là. Parce que quand vous faites ça, vous compliquez les alternances dans les pays. Moi, j'étais en train de regarder pour voir, est-ce qu'au moment où vraiment Bouteflika devait partir avec le soulèvement, est-ce qu'au niveau de tout ce qui était autour de lui, il n'y avait pas eu de divergence de point de vue? Si oui, ceux qui sont venus, s'ils ne sont pas d'accord avec ceux qui sont en train de pourchasser aujourd'hui, ils deviennent les brebis galeuses qu'il faut nettoyer les trucs là pour pouvoir garder ceux qui ont la même vision pour pouvoir diriger. Sinon, si ces personnes sont là, elles vont toujours contester parce qu'elles n'avaient pas été du même bord que les autres. C'est pourquoi j'ai voulu rétablir un tout petit peu une relation entre ce que je n'ai pas pu faire, une relation entre ceux-là qui sont dénoncés aujourd'hui et leur position pour l'être ou le non-être de Bouteflika pour pouvoir savoir. En tout cas, on sait que l'ancien Premier ministre Ouyaya, dont je parlais, il était très favorable à un 4e mandat de Bouteflika. Voilà. Donc, vous voyez que... Oui, c'est des règlements de compte. Quand vous regardez cela, vous comprenez aujourd'hui qu'il y a ceux-là qui n'étaient pas et qui se disent, si les gens l'avaient emporté, peut-être c'est nous qui allons... C'est la justice des vainqueurs. Mais en même temps... Mais aussi, c'est bien que des trucs comme ça, des dénonciations comme ça puissent se faire parce que ça permet à certains qui se cachent sous la force, la puissance des leaders pour pouvoir commettre des malversations, se disent que l'histoire finira par nous rattraper. Peut-être que ça peut assainir un peu notre pays. Alors, en même temps, on sait que sous Bouteflika, tout n'a pas été rose. Il y a eu beaucoup de corruption et il faut faire de la justice. Bon, alors sous Bouteflika, il y a eu beaucoup de corruption, sauf que le problème avec Bouteflika, c'est que c'est un pur produit du FLN. Donc c'est le parti de l'indépendance, c'est le parti des grandes luttes, et c'est le parti qui est toujours là. Donc j'ai plutôt l'impression que le peuple algérien est quelque part fatigué. Il reconnaît, il ne nie pas le fait qu'il doivent au FLN l'indépendance de l'Algérie en 62, mais je pense que le peuple algérien, lui, est fatigué de certaines pratiques. Et je pense qu'au niveau du FLN, peut-être qu'on a péché par cela. C'est qu'on n'a pas réussi à un moment de l'évolution de ce parti-là à assainir les finances, à assainir la gouvernance, à renouveler les élites. On le voit par exemple avec Bouteflika, l'âge qu'il a. La classe qui le suit, tous les scandales de corruption. On n'a pas réussi à faire, par exemple, ce que on a pu voir en Chine, par exemple, où effectivement on a le PCC, où effectivement historiquement on a eu des clivages, on a eu des clans, mais où on a quand même réussi au fur et à mesure des décennies à produire à produire une nouvelle classe de dirigeants qui peut succéder à l'ancienne. Tu es allé trop loin au Ghana ici avec l'avènement de Rawlings. Tu as vu comment il a pu assainir. Aujourd'hui, si on cite le Ghana comme un exemple, ça veut dire que quelque part il y a eu une révolution. Il y a eu quelqu'un, il y a quelqu'un au départ en fait. Voilà. Et je pense que le problème de l'Algérie c'est ça, c'est-à-dire à un moment on n'a pas eu de leadership poignant qui puisse couper avec toute la dérive qui a eu avec à l'époque. D'accord, merci. Donc je pense que le peuple algérien est fatigué un peu. Allons la pause. Elle ne va pas beaucoup durer. On revient pour parler du Togo.